Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle malheureusement ne sera pas avec nous aujourd'hui, donc je vais essayer d'assurer, pas la modération, mais voilà, je vous laisse vous débrouiller tout seul sur le chat. Mais voilà, donc je vais essayer de récupérer vos questions comme je le peux. Alors ce que je vais vous demander, c'est quand même d'écrire question en gros, voire en majuscule, avant de poser votre question. En tout cas, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Et puis évidemment, je vais faire mon petit coucou habituel au magazine Infinité, toute l'équipe du magazine Infinité, avec lequel on ne vous demande pas d'y croire, a un partenariat. Vous savez que si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour vous abonner, eh bien, votre abonnement passera de 37,90 € à 32,90 € si vous mettez le code partenaire. Et n'oubliez pas que le numéro 7 est arrivé, alors précipitez-vous. Et puis c'est bientôt Noël, hein, donc n'hésitez pas non plus à acheter, à vous rendre dans votre librairie ou sur votre site préféré pour y acheter ces merveilleux ouvrages que vous voyez, ces merveilleux ouvrages dont nous sommes si fiers. Et les liens directs sont aussi dans la description de la vidéo. Alors voilà, mon invité d'aujourd'hui, il est auteur, kinésiologue, et explorateur des dimensions profondes de l'être humain. Voilà. Est-ce que c'est bien dit? Oui, c'est bien dit. C'est très très bien dit. Alors je voulais saluer toutes les compétences, toutes les cordes que tu as à ton arc quand Oh là même, là, Philippe, attention. parce que justement c'est quand même, on ne vous demande pas d'y croire, une chaîne fabuleuse et tu es l'un des animateurs un peu fétiches de la francophonie, je Oh, dirais. Et effectivement, la dimension technique, c'est quand même pas rien. Donc merci pour bah le petit oui, conseil en avant. merci beaucoup. Mais toi aussi, tu as beaucoup de talent parce que tu viens de publier un super ouvrage qui s'appelle Un autre regard sur soi. Un autre regard sur soi. Et alors tu proposes plein de choses en fait dans cet ouvrage. Évidemment, tu parles de la kinésiologie intégrative. D'ailleurs, tu as aussi une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Énergie Positive. Tu en parles aussi. Et puis voilà. Alors Jocelyn Huet, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. À un moment, il fallait y passer quand même. C'est sûr, merci beaucoup Philippe de me recevoir sur ta chaîne. C'est vraiment un honneur et en même temps un grand plaisir, quoi. Alors Jocelyn, pour commencer, il va falloir que tu me parles un petit peu de toi et puis surtout de ce qui t'a amené à écrire un autre regard sur soi et à vouloir aussi développer et diffuser aussi hein, ton approche de... Parce que bon, j'ai lu ton livre, hein, ton approche de la vie, du développement personnel, du développement spirituel. Enfin, vraiment, c'est vraiment une mine d'informations. Alors, je le mets comme ça, vous allez le voir à l'envers, mais de toute façon, on va le voir tout le temps. Voilà, il est là. On voyait bien le livre avec Jocelyn qui est juste à la gauche du livre, si vous regardez en face. Alors, Jocelyn, réponds-moi à cette question-là. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? Ben, c'est un concours de circonstances, je dirais. Je pense que l'information d'écrire un livre, elle m'est parvenue il y a plusieurs années, de façon absolument anodine. Et puis, donc l'année dernière, en 2023, que il y a eu tout un tas de convergences dans l'idée d'écrire un livre. Donc il y avait pas mal de personnes qui, en fait, je pense que la kinésiologie c'est encore pas très connu, ça le devient de plus en plus. Et moi, c'est un outil vraiment que j'aime énormément. Donc il y avait pas mal de personnes qui me disaient que ce serait bien d'écrire un livre pour parler de la kinésiologie. Et comme mon approche, ben, c'est quelque chose que je développe et dont je m'inspire de toutes les formations que j'ai faites, parce que j'en ai fait plein, histoire d'avoir la grille de lecture la plus large possible. Donc ça s'appelle la kinésiologie intégrative. Et en fait, écrire un livre sur la kinésiologie elle-même, Ouais. c'était pas franchement le truc qui m'intéressait, quoi. Hmm. Parce que déjà, il y en a plein qui ont été écrits par des pontes un petit peu de la kinésiologie, d'une certaine manière, en tout cas des pairs de cette pratique. Donc j'avais plutôt envie de parler des espaces dans lesquels ça nous amène lorsqu'on fait une séance de kinésiologie intégrative, du coup. Donc ce livre, c'est un peu la proposition de la grille de lecture. Ça met en avant l'approche holistique, donc c'est-à-dire holographique, c'est-à-dire la plus complète, enfin qui me soit accessible aujourd'hui. On est bien d'accord, parce qu'en fait c'est intégratif, mais c'est évolutif aussi, parce que moi, mon regard, il a besoin d'évoluer, et puis notre compréhension du monde
notre compréhension du cerveau, de l'univers, des multidimensions. Et je sais que tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas, Ah Philippe? oui. Est en pleine expansion. Il y a vraiment des paradigmes qui sont qui ont besoin d'être changés, donc de nouveaux paradigmes. Donc c'est un postulat, je dirais, de 2024. C'est à la fois des théories qui m'ont été enseignées en formation, et puis surtout beaucoup de pratiques de mes expériences de vie, et puis de Exactement. mes expériences de cabinet. C'est un peu surtout comme ça que j'ai fonctionné finalement. J'ai vécu des expériences et c'est après que j'ai compris pourquoi je vivais les expériences. Des Tu vois? expériences que tu as fait notamment pendant tes voyages, parce que Mm. tu voyages beaucoup quand même. Ben, je voyage moins, mais j'ai pas mal voyagé, oui. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est super important en fait de voyager. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai trouvé ça passionnant de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de vivre la vie, d'autres rythmes, Mhm. tu vois, à gérer le quotidien, d'autres rites. Tu vois, comme en Inde, par exemple, la spiritualité, elle est vraiment palpable, omniprésente, quoi. Il y a des temples, il y a des encens, il y a des pujas, enfin, je veux dire, il y a des cérémonies à tout bout de champ, il y a la vie et la mort qui se côtoient au quotidien dans toutes les villes, un peu dans chaque rue. Donc ça, c'était pour moi occidental, un peu étriqué dans ma façon de voir les choses. Ça m'a fait du bien, tu vois, de m'exposer vraiment à des us et coutumes très différents pour me permettre de valider cette petite voix intérieure qui avait tendance à savoir intuitivement, et je sais que je suis pas le seul, bien entendu, que en fait la vie, elle peut être vécue de plein de manières différentes. Donc c'est pas uniquement notre culture qui a raison d'une certaine manière. Ça t'a chamboulé d'une certaine façon de... Est-ce que ça t'a fait changer complètement d'avis sur pas mal de sujets alors peut-être la spiritualité, le corps, l'esprit. Bah oui, ça c'est très clair, c'est très clair. Donc dans le livre, je parle de trois expériences. Je parle pas spécialement de l'Inde, mais l'Inde ça a été mon premier voyage. Je devais avoir autour de 20 ans, un truc comme ça. Et quand je suis allé en Inde, si tu veux, pour aller en Inde, en fait, le billet d'avion le moins cher, parce que quand tu as 20 ans, franchement, tu vas avec tes économies. Donc j'ai atterri à Katmandou. Et à Katmandou à l'époque, parce que bon, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, à Katmandou, quand tu arrivais à l'aéroport, tu vois, t'es arrivé vraiment sur une autre planète. C'est-à-dire que l'aéroport, déjà, il ressemble à aucun aéroport que tu as vu. Tu vois, c'est quand même c'était quand même relativement petit. Et puis quand tu sors de l'avion, tu vois, il y a cette humidité, il y a cette chaleur, il y a cette couleur du ciel, cette couleur du sol, cette couleur de ces odeurs. Enfin, tu arrives vraiment dans un univers sensoriel où tout est différent. Donc là, déjà, c'est un peu la première claque. Enfin, disons, le premier, la première suggestion la première constatation que les choses peuvent être très différentes. Et quand j'ai vu ben, les habitants de Katmandou, les premiers chauffeurs de taxi, la façon dont ils s'habillaient, cette lumière qu'ils ont dans les yeux quand ils te regardent, même s'ils semblent n'avoir rien d'un point de vue matériel ou Ouais. tellement peu de choses, juste ça, c'est quelque chose qui nous change en quelque part au-delà des mots, ça nous ramène à une forme d'humilité, quoi, vraiment. Tu vois, donc ça m'a touché dans cette humilité, ça m'a touché au niveau de la spiritualité, parce que forcément, avoir des effigies de divinité Et ouais. qui finalement représentent en quelque part des archétypes, c'est quelque chose qui touche. Et donc, passer plusieurs mois en Inde, bah, ça m'a donné envie de faire du yoga. Et quand tu fais du yoga, tu fais de la méditation. Et quand tu fais de la méditation, tu te retrouves avec des personnes qui font du yoga et de la méditation depuis des années. Donc, tu te retrouves dans un contexte où il y a des personnes qui ont finalement cheminé dans une voie et qui t'apportent une façon de voir les choses qui m'ont renvoyé à quel point mon regard était étroit et même un peu opaque, tu vois, d'une certaine manière. Donc, ça a changé un relationnel sur pas mal de choses, effectivement, sur la mort, sur la vie, sur comment les choses sont possibles, hein, tu vois, parce que quand tu voyages, moi j'y suis allé avec mes économies, tu vois, je me suis dit, allez, je vais partir 3 4 mois, et pour moi c'était genre l'événement de la vie, quoi. Mais en fait, quand tu voyages, tu t'aperçois qu'il y a des personnes qui finalement passent leur temps à voyager, ils voyagent d'un pays à l'autre, c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment un pied à terre, ils peuvent voyager en famille, et puis on a vraiment cette vive impression que le couple et la famille entière a cette lueur dans les yeux, ils ont cette joie, cette ouverture, cette envie d'aller vers l'autre, cette envie de communiquer, de se livrer, de s'intéresser à. Donc pour moi, venant d'où je venais, c'était un grand chamboulement.
Tu m'étonnes. Et est-ce que ça a été aussi un chamboulement tu en parles un petit peu enfin, dans ton livre, tu en parles. C'est l'approche bouddhiste de la réalité qui nous entoure. Toi, tu le dis, l'univers sera vacuité, un vide qui serait à la fois contenant et le contenu, le tout et le rien, et qu'aucun appelle la source, Dieu. Ça fait... On n'est plus dans l'âme qui va voilà, c'est plus pareil, on est un flux de conscience là. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs mon ami Laurent Jacques Costa qui a écrit mon livre que je salue. Et oui, ben, il a exactement cette façon de penser, et je me suis dit faut qu'il m'explique un petit peu son point de vue. Peut-être que est-ce qu'il a été convaincu par cette approche bouddhiste? Oui, absolument. Alors, en fait, ce que je relate dans le livre, à ce moment-là du livre, c'est un petit peu la genèse. L'idée, c'est vraiment de faire une forme de dézoomage, d'avoir une vision la plus large possible pour ramener ensuite vers l'âme, les incarnations et les vies, donc passées ou successives, parce que bon, est-ce que c'est ou l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est les deux en même temps? Ça aussi, c'est vertigineux, et je reconnais que ça nous amène dans des espaces où même mon mental, il patauge, hein, très clairement, Philippe. Mais c'est juste que quand je me branche sur ces idées-là, il y en a qui semblent refléter une forme de vérité, en tout cas qui serait la mienne. Alors ça, Complètement, bien sûr. Je tiens absolument à le préciser, parce que donc pour moi, cette notion de vacuité qui est relatée par les bouddhistes, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que je pense que si on veut aller au-delà de l'âme, au-delà des familles d'âmes, au-delà des groupes d'âmes, au-delà de tout ça, et finalement, en profondeur, vu qu'on est des systèmes holographiques, c'est comme si on essayait d'aller voir le code source, tu vois, d'une certaine manière. Et en fait, pour moi, ce code source, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui, finalement, quand on veut l'aborder, rencontre nos limitations mentales, parce que je pense qu'on fait des progrès en termes de considération, et il y a des personnes comme toi, Philippe, tu vois, au travers de ta chaîne et des invités, ça permet vraiment de changer un peu l'inconscient collectif et de nous ouvrir à des paradigmes, et donc à nous préparer à comprendre des choses qu'on comprendra demain. Donc je pense, moi, que dans ce code source, dans ce vide, dans ce rien, en fait, c'est comme s'il y avait tout. C'est vraiment le principe de cet hologramme, tu sais. C'est-à-dire que, en fait, le principe holographique, c'est-à-dire que quand on prend une image holographique, et qu'on fixe un point de cette image et qu'on zoome dessus, on retrouve la même image. Tu vois, c'est comme quelque chose qui est assez infini. Donc c'est vrai que parler de ces espaces-là, c'est quand même pas évident, parce qu'on voit que le mental, déjà, évoquer à notre mental la notion d'infini, on sent qu'il va avoir comme une tendance à vouloir le mesurer, alors que c'est pas mesurable par définition. C'est très difficile à comprendre pour l'être humain, enfin au stade où on en est en tout cas. Et est-ce que tu vois un sens là-dedans? Est-ce que tu vois un but? En fait, moi, c'est ça qui me freine peut-être à la compréhension de cet univers fait de vacuité, où tout serait un mélange de flux de... Est-ce que quand on rencontre l'espace-temps, comme le dit Laurent Jacques aussi, c'est là que la matière existe. Mais est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est le hasard qui fait ça? Quelle est ta conviction là-dessus? Tout à fait, honnêtement, c'est des espaces dans lesquels je ne reste pas très longtemps, parce que, encore une fois, je suis quand même sujet à mon mental, et je m'aperçois bien que l'amener dans un espace qui nous parle d'infini, d'évolution et d'expansion constante, notre mental, lui, il a besoin de fonctionner par concept, donc des choses délimitées, et de faire des associations pour développer des idées. Donc là-dessus, je ne saurais pas trop dire, mais je crois que l'idée de flux de conscience est tout à fait intéressante. Ça demanderait à préciser quelle est la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience. Tu vois, à chaque fois qu'on va poser un mot, ça demande à le préciser pour qu'on puisse finalement tous avoir un référentiel à partir duquel on pourrait éventuellement se comprendre. Je sais pas, j'aime bien, et je resterai peut-être sur cette notion que tu disais, le flux de conscience. Parce que je pense qu'il y a effectivement une forme d'intelligence derrière tout ça. Mais cette forme d'intelligence, est-ce qu'elle nous est accessible aujourd'hui en termes de compréhension? J'en suis moins sûr. Et parler d'une notion d'amour, tu vois, qui sous-tendrait cette intelligence,
ben, il faudrait redéfinir aussi ce qu'on place derrière le mot amour, Ah ouais. qui est forcément soumis au filtre de notre compréhension actuelle. Donc c'est vraiment des espaces qui sont vertigineux. Et je m'y aventurerai pas plus que ça, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont passionnantes dans cet univers-là. Je fais référence à une personne qui a écrit la préface de votre livre, Le scientifique face à Philippe. l'invisible, Philippe. Donc c'est Philippe Philippe Guillemot, Guillemot. justement, Hmm. qui, je trouve, a des propos qui sont vraiment très intéressants pour nous amener dans des espaces à nous préparer potentiellement à comprendre ces sujets-là, quoi. Alors, cette multidimensionnalité, en fait, euh, ça, ça tu en parles, on en parle, on la comprend, on comprend qu'on est des êtres multidimensionnels. D'ailleurs, je sais plus si c'est dans ton... Oula, tu vois, je m'embrouille un peu dans les livres. Est-ce que c'est bien dans ton livre où tu parles de simultanéité, pas de passé, présent. Je sais plus si c'est... quand tu parles de réincarnation, est-ce que tu parles de les vies qui se passeraient toutes en même temps, hein, comme un éternel présent. Est-ce que c'est dans ton livre? Tu vois, Non, non, voilà. j'en parle pas comme ça en fait. Je parle plutôt de vie passée selon une ligne qui est une forme de convention posée depuis longtemps, Oui, c'est-à-dire bon, cette ligne horizontale, hein, qui décide que le passé serait à gauche, ouais. le futur à droite et le présent, ce moment un petit peu du milieu. Donc je parle pas vraiment de ces D'accord. espaces multidimensionnels parce que ben, c'est là où ça devient un petit peu incroyable à concevoir, étant donné que je suis convaincu que tout est possible. Donc, et que on parle d'espaces pour lesquels on a juste quelques clés de compréhension qui potentiellement demain se verront revisitées par une nouvelle théorie. Ah, ben oui, bien sûr. Donc il est possible que le temps soit linéaire comme ça, il est possible que le temps soit à la fois linéaire et à la fois superposé. Tu vois, je sais pas. Mais dans le livre, je parle un petit peu de vie antérieure pour D'accord. garder cette linéarité. Et je fais référence à l'idée que je suis absolument convaincu que, donc c'est toujours ma vérité, mais je suis convaincu vraiment que d'une vie à l'autre, il y a comme une forme de fil conducteur. Tu vois, c'est comme Hmm. si l'âme avait quelques traits de personnalité d'une certaine manière. Et je suis convaincu que dans la vie actuelle, il y a des choses qui peuvent nous parler énormément, c'est-à-dire faire partie de notre feeling des choses qu'on aime, et qui peuvent avoir trait avec notre vie Ouais, antérieure, et puis peut-être d'accord. quelques-unes. C'est pour ça que je reprends l'image des camemberts. Hmm. Là, je partais du principe que potentiellement, que aujourd'hui, dans la façon de concevoir les choses, je pense décidément que la planète peut être vue, la planète Terre peut être vue comme un champ d'expérimentation, une grande école. Je reconnais que j'aime beaucoup cette idée, ça me parle personnellement. Et je pense qu'il y a des cycles de vie durant lesquels on va venir expérimenter certaines valeurs d'une certaine manière. Hmm. Donc, ça peut être la foi, ça peut être l'amour, ça peut être, je sais pas, la pauvreté, pourquoi pas, tu vois, la richesse, enfin plein de choses. Et comme chacune de ces valeurs peut être vécue selon un référentiel entre pro et anti, tu vois, c'est-à-dire je suis à fond dans l'amour et donc je deviens Mère Teresa d'une certaine manière, pour reprendre cette dame qui était une grande dame et presque un archétype, ou alors je suis dans l'anti et je deviens finalement quelqu'un qui manifeste des choses qui peuvent sembler être l'envers du décor de l'amour et pourtant à un certain niveau, on pourrait se dire que c'est toujours cette même énergie qui est jouée, quoi. Tu Hmm. vois. Alors, parlons un petit peu de tes expériences, la première expérience que tu as vécue avec, avec l'invisible. Alors, je ne sais pas si c'est celle avec Ama ou avec ta maman ou avec Jesus ou Jésus, je ne sais pas comment tu le dis. Jesus. Jesus. C'était laquelle ta première expérience où tu t'es dit waouh, ça existe, il y a quand même quelque chose d'autre au-delà du Mm. voile. Oh, ben, clairement, la première expérience, c'était avec Ama, justement. C'était au Toulon, au Zénith de Toulon. Je crois qu'elle y passe d'ailleurs chaque année. En fait, elle y passe 3 jours ou peut-être 4. Elle propose des darshan. Donc pendant 3 ou 4 jours à Toulon, dans le Zénith, il y a des milliers de personnes qui viennent visiter Ama. Et donc c'était il y a plusieurs années, parce que ça devait être il y a une vingtaine d'années, je pense. J'ai un ami qui me propose d'y aller. Et donc, on se rend au Zénith de Toulon. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'avais perdu, enfin, disons que ma mère était décédée, et mon père aussi. Donc, ça faisait suffisamment longtemps, je dirais, pour pas que ce soit présent dans mon esprit de me dire, je vais aller voir Ama pour avoir un contact avec ma mère. Parce que pour moi, c'était deux choses très Ah ouais. distinctes. Il y avait les deuils qui me semblaient avoir fait. Et puis, il y avait cette découverte vers l'univers d'Ama. Et en fait, c'est dans les bras d'Ama que j'ai reçu
que je suis entré en contact avec ma mère, donc défunte plusieurs années auparavant. Et ça, dans le livre, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler puisque Ben, je trouvais important, tu vois, au début du bien livre, sûr. d'essayer d'évoquer, plutôt que de se définir, parler de 2 ou 3 expériences qui ont été marquantes et révélatrices d'une certaine manière pour moi, histoire de cibler un petit peu qui c'est qui écrit et qui c'est le bonhomme. Et donc, effectivement, pour moi, ça a été juste vertigineux, quoi. Parce que quand je suis passé dans les bras d'Ama, bah déjà, il faut savoir, quand on est dans le Zénith de Toulon, à cette occasion, il y a vraiment quelque chose dans l'air qui fait que ça nous amène dans un état de conscience modifié, je dirais. Parce qu'il y a quasiment en permanence des chants, des mantras, des musiques, donc ça nous place déjà dans une forme d'état de transe. Et quand on arrive à proximité de Hama, sachant que les files d'attente peuvent être très très longues, je crois qu'on avait attendu avec mon ami, on avait attendu quelque chose comme 3 ou 4 heures avant d'arriver, disons, au contact d'Hama. Et en fait, quand on arrive près de Hama, j'ai bien vu que cette personne-là c'était vraiment un canal. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait son corps physique qui était toujours en train de bouger ou de respirer, comme si les fonctions biologiques étaient actives, mais que la personnalité n'était plus. Ouais. Et tu vois, et à l'occasion de mon passage, eh bien, en fait, cette personnalité qui n'était plus, c'était comme un canal qui était en mesure d'accueillir vraiment une énergie, une forme d'intelligence. Eh bien, il s'est avéré que cette énergie, c'était ma mère. Donc, je m'y attendais pas du tout. Et dans cet état modifié de conscience, je dirais, qui s'intensifie, qui s'amplifie, plus on va vers Ama, quand j'ai entendu ma mère, il y a eu, je sais pas, c'est hyper difficile à dire parce que il y a le mental qui se dit, mais attends, c'est pas possible, quoi, parce que ta mère est morte, parce que c'est Ama, parce que il cherche tout un tas de raisons pour venir valider une information qui, pourtant, d'un point de vue biologique, est tout à fait reconnue. Tu vois, quand j'ai entendu ces mots de ma mère, il y a eu une réaction viscérale, comme si finalement mes cellules reconnaissaient, tu vois, la matrice source d'une certaine manière. Et le mental, lui, il était en train de chercher à faire des liens, tu vois, pour regarder dans ma mémoire ceux qui pouvaient rattacher ensemble pour rendre l'expérience crédible. Hmm. Donc c'est vrai que ça m'a un peu sonné pendant plusieurs heures, hein, je pense. Mais il y avait vraiment cette évidence de la cellule. Donc j'étais tout tremblant et en même temps, il y avait comme ce corps qui retrouvait une forme de verticalité. Enfin, c'était, je sais pas, Ouais. c'est assez difficile à décrire, mais on sentait bien 2 espaces distincts en tout cas. Le mental qui dit mais comment c'est possible? Et puis le corps qui est face à l'évidence de reconnaître vraiment Ça t'a sa donné envie d'aller source. plus loin pour essayer de donner une explication, peut-être, ou peut-être te rassurer que, ben, que tu n'avais pas rêvé, que Alors, vraiment cette voix, elle t'était adressée. oui, mais me rassurer, non. Ah Parce que bon? comme je disais, en fait, il y a le mental, il a mis du temps à valider Ah oui. l'information, mais il pouvait que se fier à l'évidence, ça ne pouvait qu'être elle, quoi, je veux dire. Donc, je tenais pas à être rassuré, parce que Tu savais. vraiment, après cette expérience, je pense que la planète entière me dirait, bon, je suis pas en contact avec la planète entière, mais je veux dire, il y aurait des milliers de personnes qui me diraient, mais Jocelyn, attends, tu as absolument déliré. Je veux dire, je peux pas invalider cette information tellement, d'un point de vue biologique, même émotionnel, elle était forte. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la reconnaissance. Donc c'était même une évidence. Mais face à quelque chose qui était différent de ce que j'avais pu vivre auparavant, forcément, le mental, ben, il a mis un petit peu de temps, tu vois, avant de valider l'information. Hmm. Donc après, ben, moi, je suis une personne très curieuse. J'adore vivre des expériences, j'adore me challenger. Donc j'ai poursuivi ma route, tu vois, avec cette nouvelle ouverture, à me dire effectivement, maintenant c'est sûr qu'après la mort, il y a quelque chose, vu que ma mère est morte et que j'ai communiqué avec elle. Donc dans l'invisible, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui pourtant est un support ou une forme d'intelligence avec laquelle nous pouvons interagir. La preuve en est que j'ai interagi avec ma mère, enfin elle a interagi avec moi. Et puis ensuite, ce sont des choses que j'ai encore validées par l'expérimentation, par l'expérience, Hmm. lorsque je faisais des séances à distance, par exemple, que je me connecte à des personnes et qu'en fait,
ben, j'ai accès à des informations, voire à des membres de la famille. Donc, je précise, je suis pas médium, hein, attention, c'est pas du tout le cas, mais ça montre à quel point, finalement, cette frontière entre le visible et l'invisible devient de plus en plus ténue. Parce que même moi, qui ne suis pas médium, eh bien, en fait, quand je me mets dans dans un espace de disponibilité, je m'aperçois bien qu'en fait, on peut avoir accès à des informations et d'une certaine manière qui ont une véracité, puisque quand on les partage à la personne, euh, en fait, ça s'avère refléter une forme de vérité, quoi. Quand tu fais de la kinésiologie, est-ce que tu te mets dans un état de réception aussi pour recevoir des... Donc tu dois le sentir, tu dois sentir le corps qui parle, le corps du Oui, consultant. oui. Alors, Comment? Ouais, vas-y, ouais. mais oui, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas dans la médiumnité, parce que la kinésiologie, c'est quelque chose qui est très tactile. Hmm. Tu vois, le principe de base, c'est le test neuromusculaire, etc. Moi, je passe par les fascias, parce que pour moi, c'est un niveau plus profond. Alors, j'ai pas du tout envie d'entrer dans la technique, Bon, mais j'aime c'est ce qui fait beaucoup. la différence avec, avec la kinésiologie, on va dire, dite classique. Oui, grosso modo, bah, il y a les fascias, et puis on va quand même assez loin dans la neurologie. Tu vois, on travaille vraiment avec le cerveau, le système nerveux périphérique et les fascias. Et puis, forcément que j'ai gardé tout ce qui est de l'ordre de la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas les 5 éléments fonctionnels. Et puis bon, il y a une ouverture à d'autres plans, aux vies passées, au transgénérationnel, au décodage des maladies, etc. Enfin, c'est quand même assez large. D'ailleurs, je propose une formation sur la kinésiologie intégrative où on part pas spécialement dans toutes les directions, parce que sinon on s'y perdrait, mais j'apporte vraiment tous ces éléments de la grille de lecture de telle manière à ce qu'ensuite on puisse rentrer dans la structure. Mais en kinésiologie, il y a vraiment cette notion-là de se mettre à l'écoute et complètement disponible. Donc on se met à l'écoute du corps, donc effectivement il y a le test, mais il y a aussi ce champ vibratoire, cette énergie de la personne qui peut nous fournir plein d'informations. Donc il y a aussi une forme de dimension intuitive qui ensuite, ou en même temps va nous guider au travers des fascias et tout ça et tout ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout invasif, où on se met vraiment. Tu vois, j'aime bien l'image de. Tu sais, les photographes. J'ai un ami moi, qui adore faire de la photo des oiseaux. Donc il va dans la nature et donc il doit se faire tout petit. Il ne doit pas faire de bruit parce que sinon les oiseaux s'envolent. Bien sûr. Donc c'est un petit peu comme un sniper, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il se pose à un endroit avec son pied, et puis finalement il attend que l'image arrive, et quand elle est là, alors il doit se faire vraiment tout petit. Et bien, je dirais qu'en kinésiologie, ben, c'est à peu près ça, en fait. On se fait vraiment complètement petit, d'accord, on a notre grille de lecture, machin, on se fait petit de telle manière à pouvoir entendre les moindres informations, quoi. Donc on se rend complètement disponible. On fait en sorte de ne pas envahir l'environnement de la personne, on fait en sorte d'avoir des autorisations de travail, on s'accède sur des priorités, mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une écoute vraiment profonde, et je dirais au-delà du mental. L'idée, c'est vraiment d'aller écouter limite ce qui n'a pas été dit, parce que c'est Hmm. là potentiellement qu'il y a la vraie information. Enfin, disons la formation. Donc il y a de l'interprétation quand même alors dans la Ouais. kinésiologie. C'est pas que le oui et le non. Alors oui, il y a de l'interprétation, mais il y a des choses qui sont partagées avec la personne forcément, justement pour pas qu'il y ait trop d'interprétation. Et dans ces moments d'échange avec la personne, justement, je reste toujours en contact avec le corps pour vérifier que ce qui se met à jour de l'inconscient, en fait, soit bien aligné avec la conscientisation qui est en train de se faire, pour être sûr qu'on puisse avoir toute la ligne, tu vois, de la mémoire qui est à libérer, on va dire. Voilà, il me semble que j'ai oublié un bout de ta question. Non, non, c'était pour savoir s'il y avait de l'intuition, ou il n'y a pas d'intuition, de l'interprétation justement dans ce que tu vas dire. Est-ce que c'est... Je vais changer ma question, comme ça on Oui. va avancer. Tu as répondu, tu as très bien répondu à la question. Euh, euh, je sais même plus. Ouh là là, décidément aujourd'hui, c'est très bizarre. Je voulais dire. Alors, c'était évidemment sur la kinésiologie. Euh, euh, oui, voilà, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la réaction du corps ou la réaction du consultant qui va, dire oui ou non, cette information est vraie, cette information est fausse. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le corps
ou, ou ce que va dire la personne, l'avis de la personne? Ah non, c'est le corps qui va être validé. Et est-ce que le consultant est parfois très très surpris des réponses du corps? Oui, alors oui, ça peut arriver parce que en fait, quand on s'adresse au corps, lui, et surtout en passant par les fascias, ça va nous donner vraiment l'axe qui est prioritaire, la mémoire prioritaire à libérer d'une certaine manière. Donc, en fait, on est dans l'inconscient. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, comment dire, en fait, c'est pas manichéen, mais des fois dans l'inconscient, il peut y avoir une information qui est tout à fait inverse de ce que la personne pense consciemment. Ah oui. Alors, je prends un exemple, je le prends souvent celui-là parce qu'il permet de comprendre facilement. Il m'arrive de recevoir des personnes donc pour des sujets qui sont finalement assez larges parce que je suis un peu un généraliste. Des personnes qui viennent me voir en disant j'ai envie d'être en couple, mais j'arrive pas à rencontrer la bonne personne, etc. Il y a des personnes qui vraiment, quand elles le disent, on sent que c'est fort, qu'il y a en quelque part une réelle volonté, presque il y a des larmes, presque. Tu vois, il y a une forme d'intensité au travers de ces propos. Et en fait, quand on va tester, quand on teste le corps, alors on voit que le corps, la structure, elle est en train de dire mais non, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie, un homme rentre ici dans une relation de proximité, parce que il y a encore des stress, il y a une relation passée qui n'a pas été digérée, ou alors il y a un relationnel. Tu vois, dans la construction de la personnalité, si c'est une femme avec l'homme, ou si c'est un homme avec la femme, donc ses premiers référentiels homme ou femme sont le père ou la mère. Donc peut-être qu'il y a un nœud encore ici, une forme de tension qui fait que ça a dû se traduire en grandissant dans une relation de couple. Et puis aujourd'hui, il s'est passé du temps, donc il y a une envie de revivre le couple, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est très naturel finalement dans le fait de vouloir construire une relation de couple. Mais en fait, la structure, elle va dire, mais non, non, absolument pas, parce que la dernière relation, il y a encore du stress dessus, ça nous ramène peut-être de fil en aiguille à la relation avec le père ou la mère, et peut-être même que ça nous ramène à ce qu'on va appeler une mémoire, c'est-à-dire à quelque chose qui est présent dans le transgénérationnel, où décidément... J'allais te poser la question, justement. Et voilà, ça peut nous amener dans ces espaces-là. Comment tu fais quand c'est... que la blessure, on va dire, elle vient du transgénérationnel, elle vient de quelques générations derrière. Comment tu fais pour guérir cette blessure? Est-ce qu'à partir du moment où on a mis le doigt dessus, déjà, c'est presque gagné? Alors, c'est très intéressant comme question encore, Philippe, merci. Mais c'est difficile d'être manichéen. Tu vois, je peux pas ni dire c'est pour oui ça que je ni dis non. Presque. Ouais. Mais c'est très juste. Mais on peut ni dire oui ni non à cette proposition, parce que déjà le fait que ce soit vu, c'est intéressant parce que quand ça remonte dans l'arbre généalogique, il y a quelque chose qui peut devenir plus léger chez la personne. C'est-à-dire, bon, ok, ça appartient à un de mes ancêtres. Donc, c'est d'une certaine manière ce qu'on aime bien se culpabiliser, tu vois, par défaut. D'une certaine manière, du poids qui me semble porter, je ne suis pas la faute originelle, tu vois. Donc, des fois, le fait de le voir, et de travailler dessus, donc de retirer la charge émotionnelle négative, ça permet d'alléger, voire de régler. Et puis d'autres fois, bah, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc j'en parle dans le livre. Hein. Moi, la kinésiologie intégrative, c'est une pratique qui me passionne parce que ça nous plonge au cœur de l'humain, au cœur de la vulnérabilité, de la sensibilité, de la richesse de l'humain, de l'émotionnel, de notre construction, de cette multidimensionnalité qui nous constitue. Et moi, vraiment, mais je suis absolument émerveillé par cette magie. Mais je précise bien que ça reste une technique. Oui. Tu vois, c'est pas une clé magique. Et cette technique, juste ce couple, est-ce que tu peux te la faire à toi-même? Oui. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce que tu as un ego quand même, quand tu vas te poser une question, je suppose que tu as une réponse que tu souhaiterais quand même. Est-ce que ton corps peut répondre différemment? Mais oui, alors donc effectivement, moi je me fais des séances à moi-même, mais en fait dans mes séances, et peut-être que je vais rebondir sur un bout de question auquel je n'ai pas répondu, figure-toi, parce que tu m'y fais penser, et ça aura un lien avec ta question. Parfait. Avec cette idée que le corps dit oui ou non. Alors ça, je suis désolé, mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Le corps ne dit pas ni oui ni non, il dit ça je sais gérer ou ça je sais pas gérer. Là-dessus j'ai un stress, là-dessus je suis en mode détresse. D'accord.
Tu vois, donc j'ai besoin potentiellement, si tu as un outil qui peut correspondre, je vais pouvoir bénéficier de cet outil pour retirer le stress. Il n'y a pas de oui ou de non. Moi, je suis pas du tout D'accord. d'accord avec cette question. Donc moi, quand je me fais des séances, ben, c'est à partir de la grille de lecture que j'ai développée, ce qui fait qu'il n'y a pas un oui ou un non. Il y a révèle-moi là aujourd'hui, dans l'instant, qu'est-ce qui me gêne à être complètement bien, quoi. Et donc ça nous amène toujours dans une forme de relationnel, parce que par essence, nous sommes des êtres de relation. C'est-à-dire qu'on a une relation âme-personnalité, déjà. On sait bien que des fois, en fait, les deux ne s'entendent pas à merveille. On est des êtres de relation qui se sont construits au travers du regard du père et de la mère, dans une systémie familiale où il pouvait y avoir des frères, etc. Donc c'est un peu la première société. On est en relation avec les mémoires de notre arbre généalogique, on est en relation donc avec notre âme qui peut être porteuse de mémoires de vie passée, on est dans un relationnel avec l'image de soi, avec des valeurs, avec des émotions, un mental, enfin, en fait, voilà, c'est quand même très très large. C'est pour ça que l'idée, c'est d'aller voir dans quelle sphère, en fait, en ce moment, mon relationnel a un stress et fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai l'estomac noué, ou j'arrive pas à respirer bien, ou j'arrive pas à tendre vraiment vers des aspirations, ou alors je suis dans une forme de perte de repère, ou dans du doute, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Alors, le but, c'est quoi? C'est toujours se reconnecter à, à soi-même, parce que ça, t'en parles aussi dans le livre, Ouais, à ouais. harmoniser son corps, le cœur, ah ouais, tu dis aussi le cœur et l'esprit. Ouais, tu mets tout ça, hein. Est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a un package pour pouvoir dire, ben voilà, si, je suppose que quand tu fais une séance de kinésiologie, tu vas un petit peu, bon, tu vas poser des questions pour savoir où se situe la blessure, si c'est possible bon, c'est toujours possible, je suppose, de pouvoir la soulager, cette blessure, je suppose. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, dans la majorité des cas, on peut avoir une Yeah. influence dessus. En fait, vu qu'on travaille avec des autorisations, à partir du moment où le corps, la structure, en fait, nous donne l'autorisation de faire la Ouais, séance, lorsqu'elle va présenter à nous des sujets qui ont besoin d'être allégés d'une certaine manière, forcément que on va être autorisé, enfin, forcément qu'on va être autorisé là où il y a besoin d'apporter ce qui va être nécessaire et utile pour équilibrer. parce que Hein, tu donc vois. une fois que tu as mis le doigt sur toutes les blessures, sur tous les problèmes de la personne, à un moment, il va falloir travailler dessus pour pouvoir bah, les soulager. Qu'est-ce que tu vas donner des devoirs à la personne comme dans ton livre, j'ai trouvé ça super d'ailleurs, c'est l'avant-dernier chapitre, je crois, où il y a plein d'exercices, des conseils pratiques. D'ailleurs, il y a plein de choses bah, que je savais évidemment, mais il y a des choses Ah qu'il oui, faut surtout pas négliger. ah oui, oui. Est-ce que, bah oui, oui, évidemment, sur l'eau et tout ça, enfin voilà. Est-ce que toi, tu, justement, quand tu fais bah, il y a toujours des mots qu'il ne faut pas utiliser comme prescription, etc. Mais est-ce que tu leur dis ce qu'il faut qu'ils fassent à l'avenir pour justement se soulager de ces blessures et aller plus loin et puis que le corps soit harmonisé avec le cœur et l'esprit, comme tu dis? Oui, effectivement, il peut y avoir des petites choses à faire après la séance. Ça dépend des séances. Les choses qui reviennent, c'est que j'invite vraiment chaque consultant toujours à observer après la séance, même si c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, je les invite à observer ça. Mais il n'y a jamais d'obligation, il n'y a jamais de il faut, tu dois. Ça, Bien c'est sûr. clair. Absolument pas. Mais je pense qu'après la séance, parce que, en fait, pour moi, prendre une séance, faire une séance de soins, alors kinésiologie ou autre chose, hein, je crois qu'il y a une dimension quand même qui, d'une certaine manière, a tendance à un petit peu perdre de la valeur, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ma copine est ostéopathe. Je trouve que cette femme est une magicienne, d'une certaine manière. Et en fait, on va voir l'ostéopathe, on allonge le coût de la séance et on a envie que tout soit réglé. C'est comme si on Ouais. passait à côté de cette magie, du savoir-faire et de l'intelligence du corps. Donc, j'invite vraiment les personnes lorsqu'elles ont fait une séance, à prendre durant les 2, 3 jours qui viennent du temps pour elles, du temps pour se choyer, du temps pour, comme j'aime à dire, prendre soin du soin.
Parce qu'elles ont quand même accepté un horaire, elles ont accepté un profil donc de praticien, elles ont accepté une tarification, elles ont accepté plein de choses. Donc il y a vraiment cette part, selon moi, qui a besoin d'être chérie, d'être considérée, non pas comme quelque chose qu'on consomme, mais comme quelque chose qui a de la valeur, qui est noble, qui est honorable. Parce qu'on s'est dit, OK, je vais prendre 1 heure ou 1 heure et demie de mon temps, je vais aller voir Pierre-Paul Jacques, et puis je vais je vais recevoir un soin qui va me permettre de ressortir plus léger. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de prendre soin du soin. Et pour en prendre soin, bah, il faut boire de l'eau. Je les préviens que potentiellement, il peut y avoir, durant les jours qui suivent, ce que je décris dans le livre, une forme de crise de guérison, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il puisse y avoir des passages un petit peu pas super agréables. Tu vois, une éruption cutanée, des émotions un peu à fleur de peau, une nuit un peu bof, un appétit un peu douteux. Il peut y avoir certaines manifestations qui durent, je sais pas, quelques heures durant les 2, 3 jours. Donc ça, je les préviens. Mais vraiment, je les invite à prendre soin d'eux, prendre soin du soin, de se choyer. Il y a certains espaces dans lesquels, enfin, pour certaines séances, en fonction de ce qui a été travaillé, il peut y avoir l'acte symbolique de se faire un cadeau pour Ouais. s'honorer, pour honorer une version de soi qui aujourd'hui demande vraiment à être accueillie. Et puis, il peut y avoir des actes symboliques de différentes formes, hein. Ça revient quand même assez souvent d'un acte symbolique qui peut sembler anodin à quelque chose Et le même plus impliquant. psychomagique. Et Psychomagique même même. psychomagique, oui, oui, oui. Bah, c'est pour reprendre l'idée de Alexandro Jodorowsky, Hmm. qui est un père de la théâtralisation d'une certaine manière, enfin, en tout cas de ces actes psychomagiques. Et donc, ça fait partie de ce qui peut être proposé à la suite d'une séance de kinésiologie intégrative, effectivement, parce que je crois que c'est important finalement de poser une action. Et pendant la séance de kinésiologie, quand tu demandes si c'est possible de soulager telle ou telle blessure, est-ce que si tu demandes au corps de le soulager par lui-même, est-ce que le résultat peut, je mets entre guillemets, être immédiat pour la Ah personne? oui, 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 oui. Et encore une fois, je peux pas être manichéen, Bien sûr, bien sûr. mais oui, Il peut, absolument. il Il peut, peut, mais oui. des fois Donc ça peut ne pas arriver. ça peut effectivement, des fois il y a besoin de 24 heures, des fois il y a besoin de 48 heures, des fois il y a besoin d'1 semaine, des fois 2, des fois il y a besoin de plusieurs mois, et il y a besoin de faire davantage de séances, parce que c'est pareil, la kinésiologie, c'est un truc en fait, c'est une pratique que je trouve magique Mhm. dans le sens où en fait on s'aperçoit que le corps est doté d'une intelligence mais incroyable, surtout quand on se met vraiment à disposition de ce qu'il est prêt à dire plutôt que de lui imposer des choses. Mais c'est pas miraculeux dans 100% des cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir besoin justement de s'engager dans un processus, tu vois. Mhm. Et en fait, cet engagement-là, ça fait partie potentiellement de notre relationnel avec la guérison. Mhm. Tu vois, si je m'engage vers moi, c'est une autre énergie que, ok, j'y vais passivement, je lui file ses sous, j'ai fait 1 heure, et puis après, je passe complètement à autre chose. Il faut sentir quand même qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent dans l'énergie, donc dans l'intention. Mais encore une fois, il peut y avoir des personnes qui viennent et qui n'y croient pas, Ouais. et en fait, la séance permet finalement de les ramener sur un chemin où finalement ils vont y croire parce qu'ils vont sentir des bienfaits. Et puis il y a des gens, voilà, qui ont cette ouverture, et en une séance, bah, ils vont avoir l'impression que ça n'a pas fait bouger les choses, parce que des fois, quand il y a cette ouverture, il y a tout un tas de connaissances, il y a tout un tas de croyances. Parce que vu que j'ai une chaîne YouTube, tu vois, il y a pas mal de personnes qui viennent, qui ont vu les émissions, et en fait, il y a tout un tas de connaissances, donc tout un tas de croyances, et parfois, en fait, elles sont sûres que la séance aurait dû les amener dans telle direction, tu vois. Mhm. Et en Ouais. fait, bah, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'invite, tu vois, à accepter de ne pas toujours avoir raison, et d'accepter de s'ouvrir à la possibilité que la vie nous surprenne, tu vois. Et parfois, ça va demander des changements de vie radicaux, puisque si des personnes vivent, qui ne sont pas du tout en cohérence avec leurs valeurs, avec ce qui les anime, et ben, c'est justement ce qui peut créer une blessure. Et là, est-ce que ça aussi, tu prends la responsabilité de leur dire, maintenant, bah, quittez ce boulot, ou ne restez plus avec cette personne, ou alors comment tu fais? Ah non. Tu mets des gants?
Non, non, absolument pas. Bah, déjà, non, je mets pas de gants. Enfin, oui, oui, forcément que tu es Je dans un mets pas de gants. relationnel. Et Non, oui. mais je veux dire, on est dans un relationnel. Donc, il y a des séances qui se passent vraiment dans une forme de gaieté, de joie, parce que c'est l'énergie du moment. Donc, on reste ouvert à ça. Puis, il y a des séances pour lesquelles il y a un peu plus de peine, de tristesse, tu vois, de rancœur, de ressentiment, et c'est OK. Donc, on se met au diapason. Mais moi, je n'invite absolument jamais personne à bouleverser leur univers de vie, parce que c'est à elles de garder le bâton de pouvoir et de décider les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle puisse se vivre le mieux possible dans son quotidien et que le relationnel euh, et que son relationnel avec elle soit optimal et pacifié. À partir du moment où elle arrive de plus en plus à être dans sa vérité personnelle et donc à vivre selon ses propres valeurs, en limitant un maximum les influences qui font que parfois, bien souvent, on se tord, eh bien, j'ai complètement confiance dans cette intelligence qu'est la personne, parce que j'aime à dire que nous sommes des magiciens, et vraiment clairement, bah, c'est la personne qui, une fois connectée davantage à son espace lumineux, un peu moins engluée dans des ombres, qui va trouver par elle-même le positionnement qui est juste. Donc, soit elle continue la relation, mais dans ce cas-là, il y a déjà dans sa vibration, c'est-à-dire dans sa psychologie, dans son énergie, oui, la vibration, dans sa façon de percevoir la réalité et de se percevoir elle-même, quelque chose qui pourra être davantage dans une forme ouais, d'autorité ou de fierté d'être. À partir de là, forcément que si dans les facteurs de l'équation, on a changé une donnée, le résultat est différent. Donc moi, l'idée, c'est d'aider la personne à ce qu'elle puisse contacter sa lumière pleine et entière, enfin pour rester dans des termes un peu comme ça. Parce qu'à partir de là, forcément qu'il va y avoir une alchimie qui va opérer. Mais la personne, elle sera moins engluée dans des influences, et donc elle aura une perception plus claire, plus alignée avec elle, et elle saura quelle est la décision juste pour Ouais. elle. Donc c'est certainement pas à moi d'aller dans cet espace, t'imagines? Ce serait tout à fait déplacé, quoi. Hein. Euh, on va passer aux questions des internautes. Avec plaisir. Voilà, mais juste avant, je vais parler un petit peu de l'actualité de On ne vous vend pas d'y croire. On va commencer par... il y a le film de Sonia Barcala, vous savez, le film Témoin sur les expériences de mort imminente. Il est sûrement dans un cinéma près de votre ville. Donc précipitez-vous si Témoin était projeté dans votre ville. Toutes les projections, elles sont marquées, elles sont indiquées comment il s'appelle, je crois que c'est témoin.fr, dans le site internet témoin.fr. Donc allez-y, il y a toutes les dates, puis elles sont mises à jour régulièrement, et puis il y en a de plus en plus. Donc précipitez-vous, c'est le dernier film de Sonia Barcala et il est magnifique. Et puis aussi, je voulais vous signaler que Sandrine Dupuis et Didier Santiago racontent les récits du grimoire à histoire, hein, ces 5 histoires transformatrices à écouter, dont la première est offerte sur le site de Sandrine Dupuis, sandrinedupuis.fr. Et puis il y a même une promo jusqu'au 31 décembre. Et puis je vais regarder s'il y a la petite vidéo. Si la petite vidéo, c'est OK. S'il n'y a pas la petite vidéo, hop là, oui, il y a la petite vidéo. Didier Santiago et Sandrine Dupuis racontent les récits du grimoire à histoire. Un cadeau original à offrir ou à s'offrir. 5 histoires transformatrices à écouter. La première histoire est offerte en s'inscrivant à la newsletter du site. Le coffret complet des 5 histoires vous est proposé à un prix promotionnel jusqu'au 31 décembre sur le site sandrinedupuis.fr. Compliqué, non? Je suis pas trop Oui, tordu. on parlait, j'ai dû remettre le micro, je m'excuse Jocelyn, parce que ça finissait, il y avait juste 30 secondes pour parler de, de Sandrine. Non, non, alors, je voulais dire, le livre de Jocelyn, il est simple et franchement, il est plein d'informations. C'est vraiment, vraiment super. Et je suis pas du tout partenaire du livre de Jocelyn. Je me suis régalé donc à le lire. Il y a c'est vraiment très bien et très bien écrit en plus. Donc on va commencer les questions. Est-ce que tu es prêt? Absolument, Alors, avec plaisir. j'espère que tout le monde a bien marqué questions parce que j'ai essayé justement, j'ai mis les lunettes pour essayer de les voir. Alors, on va commencer par la première question. C'est une question de Constance. D'où est venu cet intérêt pour la spiritualité? Est-ce à l'adolescence? Alors, cet intérêt pour la spiritualité, alors
Non, c'était pas adolescent, c'était. En fait, je pense que c'est l'Inde qui a ouvert plein de trucs, quoi. C'est-à-dire que j'y suis allé vers mes 20 ans, mais voilà, mes parents étaient décédés depuis quelques mois. Et donc, en fait, c'est en Inde que ça a fait un peu badabing, parce que là-bas, vraiment, je t'assure, hein, que Mais quand je suis arrivé à pourquoi Katmandou, il y a une place où il y a des statues immenses, il y a des gens qui. mais pourquoi Ben es-tu voilà, parti donc en ça Inde? m'a donné envie. Tu, Eh ben, je sais tu pas, parce recherchais que, quelque en chose? fait, depuis que j'étais. Alors, donc, effectivement, il y avait un souffle, Hmm. une inspiration, d'une certaine manière, depuis l'adolescence. Parce que je pense que depuis que je suis rentré au collège, donc on a 12 ans, un truc comme ça, en sixième, C'est ça. eh bien, je sais pas pourquoi, il y avait cette envie grandissante d'aller en Inde, et je savais qu'un jour, j'irais en Inde. D'accord. Donc après, j'y pensais pas tous les jours, on est bien d'accord, mais il y avait cette information qui est née, je sais pas pour quelle raison, et quand j'y suis allé, bah, effectivement, ça a été quelque part une forme de révélation, quoi. On continue avec Constance. Comment arrivez-vous à adapter votre spiritualité aux occidentaux plutôt matérialistes? Sauf ceux qui viennent à votre cabinet? Point d'interrogation. Cette question elle est intéressante parce que en fait, si tu veux, je pense que tout est spirituel. Tu, tu vois, donc qu'on soit matérialiste, qu'on soit pas matérialiste, qu'on soit altermondialiste, qu'on soit de gauche, de droite ou que sais-je, je pense que tout est forme de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on est des esprits incarnés dans la matière, donc tout est spirituel, si tu veux. Donc je pense que, je sais pas, tout est spirituel, donc tout le monde est spirituel. Je crois que je fais une différence, enfin très nette. Il y a même un positionnement intérieur qui s'est confirmé dans le premier semestre de cette année 2024, qui a été quand même pas mal chahutante. Je sais pas pour toi ni pour vous, mais ça a été un petit peu rock'n'roll, mais dans ce premier semestre, il y a eu vraiment quelque chose qui a sauté. C'est-à-dire que j'ai voulu quitter un petit peu de ce que j'appelle des dogmes spiritualistes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, je m'apercevais que je me maintenais dans un espace, tu vois, dans des exigences, plutôt que passer. Je parle souvent d'espace et les gens me disent, mais de quoi veux-tu parler? Dans des exigences, tu vois, à me comporter de telle ou telle manière et à éviter tel comportement, à éviter de faire telle chose, etc., etc. Et en fait, je m'apercevais que j'étais un petit peu enfermé quelque part comme dans des dogmes, tu vois. Donc ça reprend un petit peu l'idée de la religion, c'est-à-dire ça qui est religieux et ça qui ne l'est pas. Et pour moi, j'ai quitté le spiritualisme d'une certaine manière, et moins je suis dans cet espace d'exigence pour correspondre à une norme, Ouais. bah, plus je me sens spirituel et libre, tu vois. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à la question Bah oui, de oui, Constance, complètement. mais pour moi, je pense que tout est spirituel, même les choses qui nous tordent le bide, parce que quand on les voit à la télé, on trouve que c'est absolument pas humain. Je pense que là-dedans, il y a quand même une dimension spirituelle. Et potentiellement que ces horreurs qu'on peut voir au travers des écrans, je ne veux pas plomber, mais Ouais. ça nous permet de voir en gros plan des choses qui sont potentiellement dans notre inconscient à tous. Donc on peut les voir et on peut dire ok, bah c'est pas du tout ça que je veux, quoi, hein, tu vois. Donc j'ai envie, moi finalement, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'être plus proche de mon voisin, j'ai envie d'arrêter d'avoir peur du regard des autres, j'ai envie d'accepter d'être complètement qui je suis dans toutes les tonalités, quoi, dans toutes les saveurs. Donc il y a voilà. Ah, on continue avec CL. Alors CL, faut que je trouve, hein, parce que CL n'avait pas mis question avant. J'ai demandé qu'on mette question en gros. Je l'ai vu. Alors, la kinésiologie et la fasciathérapie sont-elles en relation directe ou est-ce deux voies différentes? Alors elles sont en relation forcément parce que ça parle des fascias. Après, je pense que ce sont deux espaces enfin deux techniques qui ont leur propre grille de lecture. Donc, j'ai jamais essayé la fasciathérapie. Je pense que c'est forcément super intéressant, hein, mais la kinésiologie intégrative s'intéresse aux fascias, mais potentiellement qu'on a une grille de lecture et une ouverture dans les différentes sphères que constitue la personne qui sont différents.
Donc je ne peux pas répondre plus précisément que ça, mais je dirais quand même que la lecture des fascias, c'est quelque chose qui est spécifique à la kinésiologie intégrative, plutôt qu'à la kinésiologie, je dirais classique, parce que je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Je pense qu'il y a plein de kinésiologies qui existent en fait. Hein. Je pense aussi qu'il y a autant de kinésiologie finalement que de praticiens, et je dirais même que je l'espère et le souhaite, parce que sinon ça veut dire qu'on est enfermé dans une grille de lecture et qu'on s'autorise pas l'ouverture et du coup une dimension intuitive et pour moi, c'est important de trouver ça chez un praticien, parce que si je vais voir un praticien, parce que j'ai besoin, tu vois, de retrouver de l'expansion, je vais chez quelqu'un qui s'interdit cette expansion, bon, au-delà de la technique, je vois pas trop comment il va pouvoir m'aider. C'est elle qui demande comment passe-t-on de thérapeute à, en plus, animateur sur YouTube? Belle chaîne dont je vois rarement les lives, malheureusement. Merci, c'est elle. Alors, oui, alors donc effectivement, sur Énergie Positive Média, ça fait un petit moment qu'on fait un peu moins d'émissions parce que j'ai moins le temps qu'avant et puis j'ai un peu moins la niaque et comme j'ai envie que quand je fais des émissions, ce soit vraiment avec le plus de disponibilité possible. Quand la disponibilité n'est pas ou que j'ai pas assez d'énergie pour atteindre le seuil de disponibilité qui fait que l'émission va être agréable. Comme je te comprends. Ben, je m'en doute. Donc voilà, en fait, c'est vrai que j'ai levé le pied, mais il va y avoir des belles surprises, hein, vraiment. Donc restez connectés, restez abonnés. Et donc pour répondre au début de la question, en fait, les deux projets, pour moi, ils se tiennent. C'est-à-dire, j'ai créé cette chaîne Énergie Positive Média qui, au début, s'appelait Réseau Thérapeute. Parce que, en fait, quand je me suis formé, quand je me suis professionnalisé dans ces approches thérapeutiques, en fait, il y a eu un mot, un jour, d'un formateur qui est sorti d'une phrase comme ça, qui a résonné vraiment très fort. Et cette personne disait, au-delà de donner des soins, en fait, le thérapeute est censé aider la personne à éveiller sa conscience. Je crois que c'était ces mots. Et là, vraiment, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai. Donc, j'apprends une technique, j'apprends à l'utiliser, j'apprends à me rendre disponible. Je travaille sur moi aussi pour justement que cet espace de disponibilité soit le moins encombré possible. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai qu'à une époque où, sur YouTube, j'ai trouvé des mines d'or en termes d'informations quand moi-même, je ne savais pas nommer les questions. Tu vois, donc ça a commencé par Tistria et puis par des chaînes sur le bouddhisme. Alors Tistria, je t'assure, quand je suis tombé sur la chaîne, mais je crois que pendant 2 jours, j'ai pas dû dormir parce que j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? C'est incroyable tout ce qu'ils disent. J'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a quelque chose en moi qui le sait. Et ça faisait du bien, parce que il y a vraiment un espace que j'avais du mal à partager qui se sentait reconnu. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable ça. Et donc, quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, bah oui, écoute, je vais faire une chaîne YouTube. Et je vais, initialement, l'idée, c'était d'interviewer des thérapeutes pour que les gens connaissent autre chose que l'hypnose et la sophrologie, que déjà, à l'époque, ils confondaient. Tu vois, j'avais envie qu'on parle de plein de choses. Donc, à l'époque, on a parlé de kinésiologie aussi, d'access bar, de plein de méthodes. Et parce que j'avais vraiment envie de rendre accessible au grand public, disons, la compréhension des différentes techniques qui existent et que ces personnes-là puissent comprendre, en fait, au travers des mots les plus simples possibles, si ce qu'ils traversaient dans leur vie pouvait être aidé ou accompagné par telle ou telle pratique. Tu vois. Donc ça a eu du sens comme ça. Et puis ensuite, il y a eu la Covid. Donc me déplacer vers les thérapeutes, bon déjà ça me coûtait de l'argent, ça me prenait énormément de temps. Quand il y a eu la Covid, finalement je me suis dit, ok, je vais changer. C'est devenu Énergie Positive Média. Et puis j'ai fait des formats Zoom comme vous le connaissez aujourd'hui, quoi. Alors, je vais simplement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu entends mon chien. Voilà. Ah non, mais c'est génial. C'est génial, voilà. C'est mon toutou. Alors, 2 secondes, je couperai après. Heureusement, vous êtes en direct, vous pouvez le voir, parce qu'après, je vais couper tout ça. Donc... je suis sûr. Mais tu sais ce à quoi ça me fait penser, Philippe? Ça me fait penser à une émission que j'ai faite avec Romuald Le Terrier. Si tu savais toutes les difficultés qui sont mises en travers de notre chemin, c'est incroyable. On a essayé sur 2 ans, je te dis. Et donc, si c'était pour tester notre détermination, je veux dire, on a gagné. C'est sûr qu'on n'allait pas se laisser faire, mais alors... Avec Romuald, je veux dire l'anecdote, parce que vous pouvez le voir sur la chaîne.
Les 5 premières minutes. Je dis bonjour Romuald, et Romuald dit oh, je suis super content d'être sur ta chaîne. Et puis d'un coup, il y a tout qui tombe. Il y a ces lumières, c'est ça chez lui, ces lumières, et puis il se lève en panique complet, comme ça. Et il fait heureusement que je n'étais pas en slip. Hein. Mais ça, il me l'a dit après. Allez, on continue les questions. Alors, où j'en suis là alors, heureusement que c'est elle, elle a mis des grands points d'interrogation, parce qu'au début, je cherchais le mot question, mais non, c'est des grands points d'interrogation. Je crois qu'il y en avait, je pense, pas de son. Oui, on me dit qu'il n'y a pas de son, mais j'avais coupé effectivement le son pendant que je sortais mon chien. Alors, est-ce que il y en a d'autres questions? Alors, on me dit que tu es pas médium, mais que tu es trop modeste. Oui, ça, Ah ouais, on tiens. le dit souvent. Mais... C'est elle. Quelles sont les principales clés de bien-être, d'évolution qu'apporte la kinésiologie? Et après, on finira par cette question, parce que je pense que sinon, le décor va tomber à un moment. Oui. Alors, comment répondre à cette question? C'est pareil, c'est toujours spécifique à chacun, la forme que ça va prendre dans l'expérience. Mais l'idée, c'est, on est toujours dans un relationnel. Donc, pour essayer de faire simple, symbolique et imagé, comme j'aime à dire, en fait, à l'intérieur de nous, il y a deux énergies principales. Il y a l'âme et la personnalité. L'âme, c'est celle qui connaît notre chemin de vie d'une certaine manière. C'est celle qui... Et puis, on a la personnalité qui est soumise à des peurs, à des conditionnements, et qui a tendance à s'être enfermée d'une certaine manière et parfois couper un petit peu des messages de l'âme. Donc l'idée, c'est dans ce sens-là que j'appelle vivre sa vérité personnelle, et pour moi, vraiment, c'est super important, c'est de pouvoir faire en sorte que finalement, ces deux énergies, ces deux formes d'intelligence, en fait, puissent se syntoniser le plus possible. Parce qu'à partir du moment où la personnalité est libre de suivre les indications de l'âme, alors dans ce cas-là, on vit des synchronicités, des signes, on vit des choses qui ont du sens, on ressent des choses qui nous font grandir, on retrouve, même d'un point de vue physiologique, on retrouve notre verticalité, il y a la cage thoracique qui s'ouvre, il y a de l'entrain, tu vois, à aller vers. Voilà, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de challenge et de défis, hein. Je suis vraiment pas convaincu que s'il y a des obstacles sur la route, c'est parce qu'on n'est pas aligné. Non, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Mais cet obstacle vient juste chercher quelque chose qu'on a besoin de développer parce que c'est un peu présent en nous, quoi. C'est un peu l'image des animaux totems, tu sais. Je pense que quand ça vient en rêve ou lors des méditations, c'est parfois une petite information qui vient nous dire va regarder la symbolique de cet animal, parce que c'est potentiellement dans ses qualités ou dans ses ressources qu'aujourd'hui, ce serait bien que tu puises ou que tu t'inspires justement pour retrouver cette verticalité et cette fierté, quoi. Donc pour moi, c'est ça la kinésiologie intégrative, et je pense de toute façon que c'est le cas de toutes les pratiques. C'est juste que cette kinésiologie intégrative, elle permet vraiment d'avoir une grille de lecture de la structure la plus complète de la personne, ce qui fait que si votre structure vient avec un message, en fait, vu que la grille de lecture elle est la plus large possible, il va être entendu. Alors que si je peux vous accueillir avec ça, mais que le message il est ici, ça veut dire que je vais pas entendre le message. Alors que si ma grille de lecture, si je peux vous accueillir dans cet espace et que votre message est ici, alors c'est bon, je peux quelque chose. C'est pour ça que elle s'invite à être intégrative et surtout évolutive, et en même temps quelque chose de très modeste finalement, parce qu'on se met vraiment à l'écoute, au service et à la disponibilité de la structure de la personne, pas d'un ego. J'ai envie de te poser une petite dernière question. Quelles sont pour toi les conditions pour que nous soyons créateurs de notre vie, de ce que l'on veut? Est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour attirer cette loi d'attraction, etc. Quelles sont les conditions pour toi? Alors, merci pour la question encore, Philippe. Vraiment, je t'adore. Mais je crois que je vais rebondir sur ce que je disais avant, en fait. Alors déjà, la loi d'attraction, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps. Parce que dans ma façon de voir les choses, qui est un point de vue finalement très psychologique, puisque j'ai commencé par le quantique, l'énergétique, le truc, le machin, et en fait, j'en suis arrivé à une dimension plutôt psycho-énergético-quantique, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la psychologie, pour moi, ça explique beaucoup de choses. Et je pars du principe vraiment que c'est notre inconscient qui crée notre réalité. Donc, si on veut connaître notre inconscient, on a juste à regarder à l'extérieur ce qu'on vit, et puis ça va nous dire, tu vois, ce qu'on vibre d'une certaine manière. Donc cette loi d'attraction, elle fonctionne toujours. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est que âme et personnalité soient alignées. Et donc pour moi, finalement, connecter la vraie liberté,
c'est qu'en kinésiologie, on va pouvoir se mettre à l'écoute du corps et puis tester que la personne est libre de prendre le choix opposé. Alors, je m'explique un peu. En fait, vu qu'on est très conditionné, et je vais prendre un exemple d'une personne qui vient d'une interview que j'ai faite sur une autre chaîne, justement parce que le message, je pense qu'il a été perçu pas exactement comme je le disais. Cette personne-là me disait en début de séance, bon, et tout va bien dans ma vie finalement, etc. Je suis bien comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure de la séance, on s'aperçoit que c'est un décor qui a été aménagé dans un espace qui est pas si confortable que ça, quoi. Mais ce qui était intéressant de voir dans sa structure, c'est que finalement, pouvoir prendre une autre option, c'était pas OK, parce qu'il y a du stress dessus. Donc en fait, la personne finalement finit par constater un extérieur en disant bah c'est pas si mal que ça, parce que d'un point de vue structurel, neurologique, en fait, c'est pas du tout OK de prendre une autre direction. Pour moi, la véritable liberté, elle est là. C'est quand d'un point de vue structurel, pour moi, j'ai créé une vie qui me convient, bah OK, je continue. Mais la véritable liberté, c'est quand le corps, il est OK de prendre une version qui soit complètement différente, tu vois. Sinon, on subit un mécanisme conditionnant. Et la véritable liberté, c'est de pouvoir dire, OK, en fait, si je fais autre chose, est-ce que le chemin est libre? Oui, il est libre. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Complètement. Ouais. C'est pas l'angle dans lequel je pensais que tu allais répondre, mais c'est super. C'est super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jocelyn. Merci vraiment pour ton travail. Merci pour ton livre, parce que vraiment, je me suis régalé. Merci. Et puis, je remercie aussi toute mon équipe. Hein, Christelle, qui n'a pas pu être là, mais je la remercie évidemment. Elle n'a pas pu assister aux deux astres techniques. C'est beau ce que tu as dit, aux deux astres techniques. Et oui, je le retiens, celui-là aussi. Comme quoi, on est des étoiles et tout ça. Magnifique lapsus, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Alors, j'ai remercié Christelle, mais j'ai pas remercié Cyril, Laurent Jacques, mon fils Lisandre, et bien sûr Laetitia et mon chien qui m'a un petit peu embêté ce soir, surtout vers la fin, Chiara, mon toutou, mon super toutou. Et puis, n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes 124 000, alors je vais vous dire exactement, parce que Monsieur YouTube, Jean-Pierre YouTube, j'avais beaucoup plus d'abonnés, et puis d'un coup, il m'en a enlevé plein. Et ça remonte, c'est bizarre. Enfin, je fais un peu de surplace en ce moment. Alors, je vais voir ça quand même. On va dire exactement, voilà. Comme par hasard, plus de batterie sur mon téléphone. C'est vraiment c'est l'émission, elle est au top. Je suis fan total. Et encore, on est le 11-12. Hein. Peut-être que demain, le 12-12, parce qu'il y a un portail demain quand même. Il y a le pape qui arrive à Ajaccio, donc peut-être que c'est pour ça que je sais pas. Enfin, ouais. Alors, vous êtes exactement 124 957 à vous être abonnés à la chaîne, et je vous fais 124 957 bisous. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche 15 décembre à 18h30. Donc, c'est un jour et une heure inhabituels avec la numérologue qui bat tous les records d'audience, Alexandra Gabriel, qui viendra sur ma chaîne nous présenter ses prévisions pour 2025. Alexandra Gabriel, prévision 2025, ce que disent les nombres. Ça sera dimanche 15 décembre à 18h30. Et puis maintenant, Jocelyn, je crois que je peux te laisser le mot de la fin. Déjà, Philippe, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Pour moi, c'était un plaisir. Même s'il y a eu des couacs techniques, j'ai trouvé ça finalement hyper drôle, ça casse le sérieux. J'ai envie de la laisser comme ça. Je vais laisser les couacs techniques, je vais même pas éditer. Comme ça, tout le monde pourra voir. Et puis voilà, on va assumer. Hein. Écoute, libre champ à ton... On verra. À ton envie, mais en tout cas, c'était un régal, c'était un plaisir, c'était un honneur aussi, parce que vraiment, tu es une personne tout à fait... inspirante, tu vois, dans tes émissions. Je sais pas à combien t'en es d'émissions, mais plus de 1000 ou plus. 800, il y en a 800 à peu près. 800, ouais. C'est quand même fou, quoi. Donc, un investissement incroyable. Oui, c'est pour ça que je dois être un petit peu fatigué, là. Mais merci pour cette gaieté, cette bonne humeur. Merci d'avoir pris le temps de lire le livre aussi, parce que je sais que c'est un travail quand même colossal de préparer des émissions et de lire chacun des ouvrages, même si c'est un plaisir, ça demande du temps, il y a quelque chose qui est un peu chronophage. Donc merci vraiment pour tout ça, Philippe, parce que c'est de la grande qualité, et puis pour un invité, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant, on se sent accueilli, on se sent respecté, honoré, voilà, bon. Je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que j'adore faire des éloges. Je dors plus, là, sinon. Hein. Je t'aime quand même beaucoup, quoi. Voilà, et en fait, je voudrais finir peut-être par la dernière ligne que j'ai écrite dans le livre, parce que finalement, je la trouve vraiment très, très chouette.
je chausse les lunettes, qui était justement, pour finir, j'aimerais rappeler un point essentiel et certainement l'un des plus importants. Je me souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je le prends pour moi aussi. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci beaucoup, Philippe. À Ciao. bientôt. Au revoir. Au revoir.